J'ai commencé mon parcours avec Albert Camus et il ne m'a jamais quitté. C'est Hubert Védrine qui écrit ces mots dans un livre très touchant et très personnel. Hubert Védrine, Camus, notre rempart chez Plomb, vous, l'ancien ministre des Affaires étrangères, ancien secrétaire général de l'Élysée, bien sûr. Avant de parler de ce Camus que vous aimez tant, un mot sur la situation internationale. Vous craignez, comme beaucoup, l'engrenage après la réplique iranienne contre Israël sur son propre sol? Même si Netanyahou a manifestement intérêt politiquement, personnellement, à poursuivre les opérations à Gaza, même si l'armée fait comprendre qu'elle atteint ses objectifs, même s'il a malheureusement intérêt à une certaine escalade, peut-être du côté Liban, Hezbollah, même si l'Iran ne pouvait pas laisser sans réagir l'attaque du consulat iranien à Damas, où Israël a tué des chefs terroristes. Bon, on sait tout ça. Même si tout ça fonctionne, il faut espérer qu'ils vont se limiter aux opérations qui ont déjà eu lieu, que l'action américaine et d'énormément de pays dans la région, notamment de pays arabes, vont réussir à contenir cette escalade qui, pour le moment, reste limitée. Il faut espérer ça. Et après, il faut revenir à la question de fond. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les opérations à Gaza et il faut relancer un processus de paix au Proche-Orient pour une solution à deux États, comme le dit Biden lui-même, alors que c'était complètement oublié depuis la quinzaine d'années des gouvernements de Netanyahou, par les Américains, par les Occidentaux, par les Arabes, etc. Oui, on peut imposer ça à Netanyahou aujourd'hui. On verra. Un gouvernement d'extrême droite en Israël. Non, pas Netanyahou, bien sûr que non. Oui. Enfin, un autre processus avec un autre leadership israélien, palestinien, etc. Mais je ne vais pas développer ce thème. En tout cas, il faut espérer que ça va rester, disons, relativement contenu. C'est ce qui se joue en ce moment. Oui, voilà. Oui. Lorsque je vous invite, évidemment, pour parler d'Albert Camus, c'est parce que, je le disais en présentant cette émission, vous dites que c'est un rempart. Au fond, on se dit, est-ce que le message d'Albert Camus résonne encore? On parlait à l'instant du Proche-Orient, on pourrait parler de l'Ukraine, on peut parler d'une situation mondiale explosive. Oui, mais je ne veux pas le transposer. Camus, oui. Il ne faut pas abuser non plus. Je ne veux pas le transposer mécaniquement, ça serait tiré par les cheveux. Donc c'est un livre personnel. Je reviens de passion d'adolescence qui m'a accompagné toute ma vie, même si j'étais occupé par mille autres choses. Et en y revenant, j'ai tout relu. J'ai tout relu de lui, sur lui, ces dernières années. Et je le trouve encore plus magnifique que dans mon souvenir, notamment quand il résiste à peu près seul dans le Paris des débuts des années 50 et qu'il écrit « L'homme révolté », en disant « La révolte se justifie pour des tas de raisons politiques, sociales et autres, mais elle ne justifie pas tout ». Et donc, par exemple, on ne doit pas être aveugle par rapport à la situation soviétique, par rapport au goulag, par rapport à la répression, etc. Et il est confronté, il est attaqué par l'ensemble des progressistes de l'époque emmenés par Jean-Paul Sartre, donc un affrontement dans lequel Camus a raison, je pense, raison courageusement, il est très seul. Oui. Il est soutenu dans ce Paris des années 50 par René Char, par le grand poète, par Romain Gary et par Jean Guéhenno. Mais vous avez des dizaines d'autres qui sont des intellectuels ou demi-intellectuels qui chassent Camus. Oui. Mais avec là, les techniques qu'on voit aujourd'hui dans la cancel culture. Ça, au fond, vous dites, ça résonne par rapport à aujourd'hui, peut-être d'autres Camus ou d'autres façons de dire, d'être seul contre tous. Oui. Mais je ne dis pas que sur tel ou tel sujet, il penserait ça, ce serait tiré par les cheveux. Sur la cancel culture, vous dites, aujourd'hui. En tout cas, c'est cette situation que je décris. D'ailleurs, c'est un petit livre qui se lit très vite, mais il y a un petit chapitre sur Sartre-Camus, quand on revient à l'affrontement, on trouve les mots exacts de l'affrontement. Parce que Camus a osé dire « la révolte se justifie, mais elle ne doit pas autoriser tout ». Ou alors il y a une autre formule qui est plus classique à propos des horreurs dans les guerres et le terrorisme. « Un homme, ça s'empêche ». Ça ne va pas de n'importe où, vous voyez. Oui. Donc je trouve qu'il y a une très très grande force. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que Camus est un des auteurs français aujourd'hui les plus lus dans le monde, notamment l'étranger, mais les autres aussi. Mais en même temps, pas tellement dans les universités françaises. Là, on pourrait parler de cette fameuse cancel culture. Oui. C'est l'évolution du wokisme en France, une névrose américaine qui a eu une certaine influence. Mais je ne transpose pas mécaniquement. J'invite les gens qui auront la gentillesse de lire ce livre à m'accompagner dans cette redécouverte. D'abord, c'est une prose sublime, magnifique. Vous savez, c'est lui qui a dit ne pas mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc il y a le goût du mot exact, du mot juste. Il y a une sensibilité, il y a une dimension. C'est un des rares grands écrivains qui s'intéresse à la beauté, en plus. Alors la beauté, là, c'est la Méditerranée. Oui, à la sensualité aussi. Ça, la sensualité, important, bien sûr. Donc moi, j'ai découvert jeune
dans une époque d'avant 68. Oui. Vous savez comment vous l'avez découvert? Vous le racontez dans ce livre. Écoutez, on va entendre un document. Et c'est comme ça que vous avez découvert Camus. Écoutez, c'était un disque qui tournait comme ça. Sur la ville ancienne s'est greffé un petit village de pêcheurs et de cultivateurs où la vie est odorante. Plusieurs peuples, des dieux différents pendant des siècles se sont succédés là. Aujourd'hui, on suit les rues de la cité oubliée à travers des champs couverts d'arbres amers. Puis sur les coteaux qui dominent la baie, des colonnes couleur de pin remplacent les eucalyptus. Plus loin encore, sur la dernière pente déjà sableuse des collines, le tamaris et l'absinthe poussent entre des sarcophages. À la dernière pierre taillée qui se distingue à peine du rocher, commence la mer. C'est magnifique. C'est magnifique parce est que c'est un disque que vous avez acquis. Oui, moi j'étais... Que vous écoutiez la voix. comme ça parce que quand Camus a eu le Nobel, mes parents m'avaient offert ce disque. Je vous remercie de l'avoir retrouvé, c'est très, très émouvant. Il y a d'ailleurs, là-dedans, dans le même disque, il y a un texte qui est dit par Serge Reggiani. Oui. Il y a un texte de Maria Cazares. Il y a Michel Bouquet. Enfin, c'est formidable. Mais là, c'est Camus lui-même, avec sa voix nasillarde. Il parle de Tipaza. Donc il y avait le choc de ce disque. J'ai tellement aimé ça que je suis devenu une sorte de singe savant à l'époque. J'en connaissais 30 pages par cœur. Et je faisais des exposés dans mon lycée. Dans les cours d'histoire géo, on me faisait parler de Camus, ça. Et puis est arrivé l'accident. Oui. Donc ça a frappé comme un deuil, moi. vous dites, c'est au fond, sa mort, je l'ai ressenti ressenti comme un deuil, peut-être encore plus fort que le deuil de mon père. Non, mon grand-père. Oui. Mon grand-père. Oui, je veux dire, c'est le deuil qui m'a le plus frappé. J'étais adolescent, alors qu'il n'y avait aucun lien en dehors de ce lien, disons, sonore, à distance, sensuel. Et d'ailleurs, ça m'a tellement frappé que quelques années plus tard, dès que j'ai eu un peu d'argent de poche, en donnant des cours d'histoire géo dans des différentes boîtes, j'étais à Tipaza. On parlait de Tipaza, là, qui est cette espèce de merveilleuse petite ville, qui est une cité romaine, mais qui est devenue un emblème. Alors, depuis que le livre est paru, même s'il n'y a que quelques jours qu'il est paru, il y a 15 jours, hein, donc il n'est pas très lu encore. Mais déjà, j'ai eu énormément de messages de gens qui me disent « Mais Tipaza, ça a énormément compté pour moi ». Il y a les gens ne savent pas forcément ce que c'est, mais il y a quelque chose qui est un peu hors du temps, hors du monde. On ne sait pas trop où c'est, en fait. C'est Tipaza en choix. Alors, dans le Camus, il y a le Tipaza d'avant la guerre, et il y a le Tipaza d'après. Et il revient, retour à Tipaza. Mais là, il y a des barbelés. On est après la guerre. On est dans un autre monde. La dureté du monde s'est imposée à ça. Oui. Donc, le point de départ, pour moi en tout cas, c'est pas le Camus philosophe, c'est pas le mythe de Sisyphe, c'est même pas l'homme révolté qu'est le Camus politique, on va dire, c'est même pas la peste. Donc, c'est Noce, l'été, l'étranger. Vous dites jamais il ne faudrait panthéoniser Camus. C'est un cri du cœur chez vous, ça. On pourrait dire de quoi il se mêle, parce que j'ai aucun droit sur la chose. Mais il se trouve que j'ai beaucoup parlé d'Albert Camus avec mon collègue allemand, ministre des Affaires étrangères, devenu un ami personnel, Joschka Fischer, qui était le leader des Verts, des Greens allemands, et dans la configuration Schröder, chancelier, et Fischer, vice-chancelier et ministre. Donc à la tête des Verts, mais Verts réalistes. Donc il était en conflit sans arrêt avec les Verts extrémistes dans son camp, dans son pays. Mais il était passionné par Camus, le Camus anti-totalitaire. L'homme qui ose dire à un moment donné face à Sartre et les temps modernes et compagnie que la révolte ne justifie pas tout. Bon, on a parlé de ça souvent, donc j'étais avec Joschka à Lourmarin, qui est l'endroit où finalement Camus, après avoir voulu fuir Paris, il n'a pas aimé en fait Paris. Il y a eu 10 années extraordinaires de succès à Paris, mais il n'a pas aimé les gens, l'ambiance politique, c'est ça. Bon, bref, il cherchait une terre d'asile, en quelque sorte. Il a trouvé quelque chose qui ressemblait énormément à son Algérie, ou l'Algérois, et on va dire. Il voulait y faire venir régulièrement sa mère, mais enfin, il est mort vite, 2 ans après avoir acquis la maison. Bref, Lourmarin, c'est très important. Ouais. Donc un jour, je vais là avec Joschka Fischer, et on s'est recueillis tous les deux. Enfin, on s'est recueillis intellectuellement devant la tombe de Camus. Il y a la tombe de son épouse maintenant à côté, qui est très simple, très modeste. Donc c'est mon commentaire, comme je ne suis pas très panthéoniste en quelque sorte. Oui. Donc vous dites qu'il reste à Lourmarin. Cela, c'est tellement beau. Et alors, dans un livre récent, Dictionnaire amoureux de Camus, vous connaissez la collection Dictionnaire amoureux, celle où j'ai fait la géopolitique, mais Mohamed Assaoui, qui est un journaliste important du Figaro littéraire, raconte que l'étudiant algérien qui avait agressé Camus quand Camus a eu le Nobel,
Donc il était à Stockholm, on est en 57. Et il est attaqué, c'est là, Camus répond en disant s'il faut choisir entre ma mère et la justice, je choisirais ma mère. Parce qu'alors c'est très mal pris, il est très attaqué, parce qu'à l'époque sa mère vivait à Alger, elle prend le tramway en fait. Et Camus a peur qu'elle soit dans un tramway où il y a une bombe. C'est aussi simple que ça en fait, sa réponse. Alors l'Algérien en question, quelques années après, raconte Mohamed Hassaoui, je ne savais pas, il se dit, il faut quand même que je parle avec Camus, malgré tout. Bon, je l'ai agressé, il m'a répondu. Bon. Et malheureusement, Camus meurt. Ouais. Et donc, Hassaoui est venu à Lourmarin, sur la même tombe. Ouais. Donc, il y a plein de petits fils et il y a plein de morceaux, d'aspects de Camus qui, je crois, parlent énormément. Alors, on va dire des gens de ma génération ou la vôtre, mais il est quand même tellement lu dans le monde que je crois qu'il y a quelque chose qui survit à toutes les conjonctures. Ouais. Et qui vous a accompagné. Alors, pour le coup, vous le dites. Alors, les grandes discussions avec Jean Daniel, vous rendez hommage à Jean Daniel parce que ça a été très important. Et, bon, évidemment, vous avez cité René Char, mais je pourrais parler aussi de Mitterrand, qui, à chaque fois qu'il vous voyait, vous disait qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Oui, parce mais que la Mitterrand littérature est pas importante. Mais camusien. voilà. Non, autour de Mitterrand, il y avait une ambiance de lecture, de littérature sans arrêt. C'était merveilleux. Puis il avait une maîtrise de l'art de la conversation, comme on disait autrefois, qui était tout à fait exceptionnelle. Mais pas tellement branché sur Camus. Alors que René Char, je l'ai connu, puisque l'assistante de mon père, quand j'étais jeune et que j'écoutais le disque que vous avez gentiment cité tout à l'heure, c'était Marie-Claude Billet, qui va devenir Marie-Claude de Saint-Seine, puis Marie-Claude Char. C'est une amie d'enfance, qui est quasiment on est de la même famille, en quelque sorte. Donc et par elle, j'ai connu René Char, quand j'étais jeune administrateur civil au ministère de la Culture, et que René Char se posait des questions sur à qui il allait donner ses papiers, ses correspondances. Donc j'ai des discussions avec René Char, qui m'a d'ailleurs dédicacé certains de ses ouvrages en mémoire de Camus, comme si j'avais connu Camus. Je n'ai pas connu. Ouais. Et Jean Daniel, c'est différent, parce que c'est connu autrement. Jean Daniel, fondateur et la tête de l'Obs, moi, avait des rôles de plus en plus importants à l'Élysée. Il voulait parler sans arrêt de l'état du monde, de la politique de Mitterrand, comparé à De Gaulle, à d'autres. Donc on parlait sans arrêt. Mais il avait eu un lien très très fort avec Camus, parce que lui, jeune journaliste, Jean Daniel avait été accueilli par Camus dans sa revue. Camus déjà célèbre, précocement célèbre, très tôt. Et donc, il y a eu un échange. Et donc, on en parlait sans arrêt. Je dis gentiment, parce que j'adorais Jean Daniel. On était très, très, très proches, totalement d'accord sur le Proche-Orient, où il était d'un courage impressionnant. Donc, je dis, c'était mon intercesseur chamanique. Parce qu'il se prenait un peu pour Camus. Même si un jour, il a dit, je m'en suis libéré. Bon, il y avait un mélange des deux. Donc il y a beaucoup de Jean Daniel là-dedans. Oui, oui. Et beaucoup d'Algérie aussi dans ce livre, parce que quand vous racontez votre voyage en Algérie, lorsque vous avez, comme vous le dites... Pas l'Algérie en général, que je ne prétends pas connaître. Oui. Mais Tipaza, lorsque vous arrivez pour vos fonctions que vous dites évidemment plus éminentes dans la République française et que vous allez avec Mitterrand là-bas... Alors, à un moment donné, Mitterrand avait amélioré les relations avec l'Algérie via le président Chadli. Il voulait améliorer prudemment, parce que c'est quand même explosif, tout ça. Et donc, il y avait une réunion à côté, la résidence présidentielle, mais Tipaza n'est pas loin. Donc, j'ai lancé l'idée de faire une conférence de presse en plein air à Tipaza. Bon, ils ont trouvé ça très bien. Et donc, on a monté une mise en scène, tout le monde pratique ça maintenant, où on voit Chadli et Mitterrand qui devisent à Tipaza, et on voit la fameuse montagne noire, le Chénois, qui est au fond. Alors, il y a une espèce de horde de photographes et de caméramans qu'on ne voit pas. Et je raconte qu'on a refait le même exercice. Mais tout le monde le fait, donc ça n'a rien d'original maintenant. Ce que je raconte, c'est totalement banal. On l'a fait entre George Bush et Mitterrand, dans une île des Antilles, au moment de la fin 89, où tout s'accélère, la fin de l'URSS, tout le monde voit tout le monde. Donc il y a des tas de liens, mais c'est Tipaza. C'est pas un traité sur l'Algérie, je ne cherche pas la prétention mais en même temps, connaître l'Algérie en général. Oui, mais devant ce paysage, cette sensualité du paysage aussi, vous pensez à Camus. Oui, mais je pense aussi à il n'aimait pas les choses simplistes. Et Camus n'est pas du tout un moraliste gnangnan, contrairement à ce qu'on a voulu croire pour le dénigrer. Ou un droit de l'homiste. Non plus, parce qu'il était confronté à la violence dans l'affaire de la guerre d'Algérie et la situation de ces petits blancs en Algérie. D'ailleurs, sa famille venait de Minorque. Ils ne viennent même pas de France, ils n'ont pas d'autres patries, donc ils sont déchirés. Donc il n'a jamais jeté sur la décolonisation nécessaire, indispensable et trop tardive, bien sûr. Il n'a jamais jeté un regard schématique ou trop simpliste. Donc on est de plein pied dans la complexité. C'est pour ça qu'il ne peut pas servir de modèle à des moralistes simplés aujourd'hui.
D'ailleurs, il a à un moment donné, il est interviewé il y a très très longtemps par un journaliste qui lui parle de sa posture morale. Il dit, oui, mais j'en ai marre de ce gargarisme moderne. Oui. Donc il ne veut pas être comme ça non plus. Il est plus compliqué, parce qu'il est partagé, parce qu'il souffre, parce qu'il y a sa mère et le reste, etc. Donc on ne peut pas transposer, ce qui fait que quand je me suis dit, finalement, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui, dont je dis rempart contre on va dire contre la bêtise et le fanatisme, mais l'élément clé qui ressort, je trouve, c'est le lien qu'il a avec la nature, qui est très rare chez les écrivains. Alors d'une autre façon chez Giono, mais il ne s'aimait pas Camille Giono pour d'autres raisons. Il en parle très très fortement. Il y a des textes magnifiques, des phrases que je cite. Et à mon avis, dans tous les thèmes contemporains, c'est peut-être de ça qu'il serait le plus proche aujourd'hui. D'ailleurs, il avait dit à Stockholm, au moment du discours de remerciement pour le prix Nobel, « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne a sans doute une tâche plus grande. Il s'agit d'empêcher que le monde ne se défasse. » Vous voyez ? Oui. Et je crois qu'il l'appliquerait plutôt aujourd'hui à la survie de la vie sur la planète, en réalité. Et là, je tire par les cheveux. Dormir sous un ciel ruisselant d'étoiles. Oui. Et vous dites, au fond, oui, j'ai voulu ça aussi pour moi. Oui, parce que j'ai eu toute une période de ma vie un peu routard. Donc j'étais en voiture en Afghanistan, j'étais en plein... Donc j'ai dormi, par exemple, au pied de l'Acropole. À l'époque, c'était pas complètement fermé, dans plein d'endroits, dans la haute montagne marocaine. Donc il y a des mots comme ça que vous citez qui ont, pour moi, peut-être pour d'autres, traversé le temps et qui sont là, intacts, avec la même force. Oui, ça reste quelque chose... oui, c'est intérieur, c'est quelque chose... Camus est une voix, on l'entendait tout à l'heure sur ce fameux disque, mais c'est une voix intérieure aussi, c'est quelque chose... Mais si je l'ai écrit, c'est parce que je pense que je ne suis pas seul dans ce cas. Et déjà, j'ai énormément de témoignages, même si le livre n'est paru qu'il y a quelques jours, il n'est pas encore très connu, de gens qui me racontent leur expérience, ce que ça signifiait pour eux. Alors certains sont rentrés par d'autres documents, d'autres livres que Noces et l'été que j'ai cités. D'ailleurs, moi, le livre que je trouve supérieur à tout le reste, c'est celui sans livre posthume, qui s'appelle Le Premier Homme. Oui. Premier homme, qui était dans la voiture quand il remontait. Il est presque pas terminé, d'ailleurs. Non, on dit pas terminé. Enfin, je lis quand même comme un ouvrage en soi, mais qui devait être le début d'une nouvelle trilogie, qui était dans une cartable, la serviette qu'il avait dans la Facel Vega, dans la voiture de Michel Gallimard, il remontait de Lourmarin. Il avait d'ailleurs hésité à prendre le train ou pas. Bon, ça, c'est la fatalité au sens tragédie grecque. Hein. Il avait le billet de train pour remonter. Donc, ils sont écrasés sur un platane à côté de Sens à peu près, et dans un champ, les sauveteurs ont retrouvé cette sacoche avec le texte qui était, je pense, un peu remis en forme, quoi. Et que la fille d'Albert Camus, Catherine Camus, qui m'a appelé gentiment l'autre jour, ça m'a énormément touché, je la connais pas, hein. Elle m'a dit, votre livre est très émouvant, très juste, très émouvant. Et c'est elle qui a autorisé la sortie du livre. Le premier homme. À l'époque, j'étais secrétaire général de l'Élysée. Vous imaginez que j'avais autre chose à penser. Mais quand même, l'urgence, dès que c'est sorti, c'était d'appeler Jean Daniel. Et on a parlé de ça pendant 1 heure. Oui. Ouais. Les mots de Camus, pour conclure, c'est quoi la phrase ou quelque chose de le plus fort qui est en vous, Hubert Védrine ? Je l'ai déjà cité tout à l'heure. Je pense que la phrase la plus forte aujourd'hui dont on peut s'inspirer, c'est « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». C'est une exigence d'abord de linguistique, de rigueur, de précision. Donc ça renvoie à formation, transmission, travail sur les mots, travail sur les textes, travail sur les livres. Ça n'a rien à voir avec l'océan de communication orale, dans un langage simplifié ou en cliquant, vous voyez. Donc il y a quand même quelque chose qui est très 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 fort. Et c'est une exigence de justice, d'éthique, de vérité. Merci beaucoup, Hubert Védrine. Camus, notre rempart. Voilà, c'est un petit livre, mais ça, je le disais, c'est vraiment votre livre le plus personnel. En même temps, c'est une rencontre avec chacun son Camus, mais là, c'est votre Camus, Le Rempart, chez Plomb. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'avoir été avec nous. Merci.